Oui, donc ce personnage, comme je disais, c'est un personnage qui a été clé pour moi, qui a fait que, mais grâce aussi à Marc Auger, il va s'écrire ce livre que je vais publier en 95, donc évidemment ça prend du temps d'écrire, mais où, comment dirais-je, où tout ce travail sur les prophétismes, sur oui, la cause des prophètes, au seuil, donc chez Maurice Hollander, et où j'ai à la fois cette idée de travailler sur les prophètes que j'ai rencontrés, comme Koudou-Janou, mais aussi de mettre en perspective historique ce phénomène-là. Pourquoi j'ai cette idée? Parce que, je vous avais dit avec Jean-Pierre Chauveau, que j'ai parlé, on avait cette idée, on a fait les archives dans les années 83, je crois, 84, les archives de la Côte d'Ivoire, on avait le projet de faire un livre sur la Côte d'Ivoire, carrément, sur l'identité ivoirienne. On a fait quelques articles ensemble. Mais, et donc on a fait, vraiment là c'était carrément l'objet anthropologique était un pays. C'était ambitieux, ambitieux. Mais on avait quelques idées, et puis on a fait des archives évidemment abondamment. Et puis ce livre ne s'est pas fait. C'est pas fait, Jean-Pierre est parti dans le sud, etc. On a fait quelques papiers ensemble, mais bon, on n'a pas fait ce livre. Mais j'avais tout le background de ce travail. J'avais accumulé donc une histoire de la Côte d'Ivoire. Je l'avais, si vous voulez. Et il se trouve que le prophétisme commence avec l'histoire de la Côte d'Ivoire en tant que colonie, puisqu'il y a un personnage clé qui arrive en 1913, donc 20 ans après que la Côte d'Ivoire ait été fondée par les Français, un certain William Wade Harris, un homme du Libéria, qui va devenir, qui arrive alors que la Côte d'Ivoire est complètement dans un état. Il y a eu la pacification très violente, très dure de Engoulevent. Il y a eu des résistances importantes dans ce pays contre la conquête. Et donc, et le pays est à plat, si vous voulez. Il y a des disettes, il y a des épidémies, il y a tout cela dans un contexte très, très pénible. Arrive un personnage qui vient du Libéria, un Libérien, un autochtone, pas un héritier des Afro-Américains, qui arrive et qui se déclare prophète et qui marche sur la plage, il longe la côte. Il a une femme avec lui, un enfant, et donc il arrive dans la partie ouest, il n'a pas de succès du tout, les gens le prennent pour un fou, etc. Mais quand il arrive dans la partie la plus importante de la colonie, c'est-à-dire celle où les Français sont installés, là où il y a eu des changements importants depuis, c'est là où il obtient un succès considérable. Donc c'est un truc, une sorte de... Il y a un premier miracle en Côte d'Ivoire qui est en 1913. On parle du miracle. Il a lieu là, à ce moment-là. Les autorités comprennent pas, d'abord parce que, comprennent pas, il y avait les missionnaires qui essayaient d'évangéliser, qui n'y arrivaient pas. Tout était en panne. Voilà, vraiment, tout était en panne et il y a un type qui a un succès, qui évangélise à sa façon. Et donc les autorités sont sur le cul, si je puis dire, véritablement. Et du coup, Engoulevent, qui est le gouverneur de l'époque, et le préfet apostolique, il y avait un préfet apostolique, le reçoivent à Harris et reçoivent au palais du gouverneur. Et l'autre, il est ravi. Et ils lui disent de continuer. Donc, parce qu'il dit écoutez les Blancs, dit Harris. Ils vous disent d'envoyer vos enfants à l'école.
beaucoup ne voulaient pas envoyer les enfants à l'école. Il y avait les premières écoles, si vous voulez. Surtout dans ce coin-là. Envoyer les enfants à l'école. Donc il y a un côté, zélé. Et donc, voilà, d'ailleurs, il devrait y avoir un film là-dessus. Moi, j'avais envoyé mon bouquin à Carrière pour qu'éventuellement, à Jean-Claude Carrière, pour qu'éventuellement il fasse un scénario, parce que c'est quelque chose tout à fait qu'on pourrait. Bien sûr, il faut faire un film historique, donc ça coûte cher, etc. Mais enfin, bref. Le pays bascule, si vous voulez, bascule dans autre chose à ce moment-là, une espèce d'enthousiasme. Il va même jusqu'en Gold Coast, où il y en a où ça marche aussi. Hein. Donc, voilà. Jusqu'au moment où les autorités ivoiriennes, coloniales, voient qu'ils obéissent plus à lui qu'à elles-mêmes, si vous voulez. Donc, voilà, c'est lui le patron. Il a pris le pouvoir, en quelque sorte. Donc ça leur commence à poser un problème. En plus de ça, la guerre de 14 arrive, et donc du coup, il commence à y avoir, il a des disciples en pagaille, et certains des disciples de Harry disent « Oh, les Français vont perdre contre les Allemands, etc. » Et enfin bref, il y a donc un climat qui fait que les autorités coloniales disent « Oh là, lui, c'est peu possible. » Donc la fameuse geste d'Harris dure 2 ans, de 1913 à 1915, hein, quand même, c'est une histoire longue. Hein, et il l'expulse, donc il le renvoie au Libéria. Voilà, il ne reviendra plus. Mais donc ça, c'est le point de départ du prophétisme en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Donc si vous voulez, dans le livre, mais dans le film, on en parlera aussi qu'on a fait avec Jean-Paul Collen, la scène prophétique première, elle est celle de Harris en 1913, si vous voulez. Voilà. Et puis, il va y avoir tout le long de l'histoire de la Côte d'Ivoire d'autres prophètes, si vous voulez. D'autres prophètes qui ne seront pas libériens, qui seront la plupart du temps des Ivoiriens. Lui, il était étranger, mais les autres arrivent. Et donc, comme je connais, grâce à tout mon background archivistique, si vous voulez, je peux contextualiser, si vous voulez, les prophètes des années 20, les prophètes des années 30, et puis après les prophètes que moi-même j'ai rencontrés dans les années 80, si vous voulez. Donc du coup, je peux faire ce livre, si vous voulez. La cause des prophètes, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un livre d'histoire en même temps, d'anthropologie, je ne sais pas comment on l'appelait, historique, politique et religieuse à la fois, où le fil est un fil prophétique, si vous voulez. Et puis tout d'un coup, je rencontre Houphouët, si vous voulez, parce que tout d'un coup, Houphouët-Boigny lui-même se considérait comme prophète. Puisque, d'abord, les prophètes de sa génération le considéraient comme le meilleur d'entre eux. C'est une histoire, absolument. Lorsque j'allais chez un certain ou Albert Hatcho, le fameux Albert Hatcho dont j'ai parlé, ou un autre qui s'appelait Kakou Essan. Kakou Essan, il faisait des grandes... Comme tous les prophètes prennent la parole. C'est des hommes de la parole. Hein. C'est des gens très... À la fois, c'est des hommes d'action, hein, mais c'est des hommes de la parole. Donc, ils tiennent des discours sur le monde, sur la Côte d'Ivoire, sur le village. Enfin, c'est très passionnant, le discours des prophètes. Et à un moment donné, Kakou Essan dit « Si tu veux voir Dieu, va à Yamoussoukro. » Yamoussoukro, c'est le village d'Houphouët qu'il a transformé en ville. Évidemment, s'il y en a un qui a fait des miracles, c'est bien Houphouët. Il a transformé son village en ville. Bon. Donc, voilà. Donc, pour Kakou Essan, s'il y en a un qui est balèze, comme prophète, c'est Houphouët. Donc, du coup, j'ai une histoire politico-religieuse, jusqu'au moment où Koudou Jeannot devient le critique d'Houphouët. On est dans les années 80, où c'est un autre moment de l'histoire de ce pays. Et d'ailleurs, Jeannot, presque symétriquement à Kakou Essan, dit « Moi, il faut que j'aille là-bas, à Yamoussoukro. » Il me disait comme ça, il faut que j'aille là-bas, mais ça va être terrible. Il faut que je m'affronte. Donc, il devait s'affronter à Houphouët. S'affronter, donc, lui c'est le vrai féticheur, c'est Houphouët. Donc, c'est contre lui l'homme mal. Donc, c'était, voilà. Donc, des moments, vous voyez ce que... Donc, du coup, j'avais là une histoire que je bouclais à la fois dans le présent, qui était celui des années 80-90, puisque j'ai écrit ce livre à ce moment-là,
qui m'a donné qui a fait de ce livre un livre en effet, un livre d'histoire de ce pays en même temps. C'est-à-dire on peut lire ce livre aussi comme une histoire de ce pays, hein, même si bien sûr les prophètes sont les personnages clés, si vous voulez, mais j'évoque d'autres personnages et surtout les personnages de l'histoire coloniale, voilà, donc de notre histoire à nous. Donc c'est vraiment, ça a été pour moi donc le moment des prophètes a été un moment à la fois de terrain formidable, un moment d'écriture, si vous voulez. Et c'est peut-être, et là, il y a aussi eu pour moi un tournant, le plaisir d'écrire. C'est-à-dire que j'ai écrit avant, évidemment, mais ce que j'écrivais avant, il y avait de la douleur. Avec la cause des prophètes, pourquoi? Parce que j'ai du récit. Je rentre dans quelque chose de narratif et du coup, je trouve un style d'écriture. Beaucoup de gens m'ont dit que ce livre est très agréable à lire, donc voilà, donc c'est un livre réussi sur le plan de l'écriture aussi. Donc, mais pourquoi? Parce que j'ai pris un plaisir à le faire. Et puis le récit est là. C'est-à-dire que j'ai plus le type... Avant, il y avait quelque chose qui relevait de l'analyse. Vous savez, quand on décrit un système de parenté, on ne peut pas se lancer dans des trucs ou même une opération de développement, tout ça, c'est pas... Ça, que là, un récit, surtout avec des personnages à la hauteur, comme avec des prophètes, voilà, on a des personnages à décrire. Il y a du roman, si vous voulez. On est dans du romanesque. Donc, parfois, je me dis, c'est du roman. Voilà, c'est pour le coup. Donc, il y a eu un tournant, si vous voulez, véritablement important pour moi dans ma vie, qui était quand j'ai commencé à écrire en 93, 94. Donc, avant, j'écrivais, mais c'était pas pareil. Donc, les prophétismes qui vont s'enchaîner parce que dans les années, je continue dans les années 90, qui s'enchaînent parce que arrivent dans des années de crise, parce qu'on est dans les années 90, la Côte d'Ivoire connaît d'abord alors quand même que je rappelle que ce personnage que je connaissais bien, Laurent Gbagbo, se présente à l'élection présidentielle en 1990 contre Houphouët, n'est-ce pas? Donc, il est battu par Houphouët, mais il fait un score très honorable. Donc, on l'appelait Gbagbo, ça ne s'invente pas, le Messie. Il prend lui-même une forme prophétique. Donc, et j'ai ma dernière entrevue avec Laurent Gbagbo en 93, où on se voit, parce qu'après, moi je suis très critique à son égard ensuite, mais en 1993, je vais le voir, il avait son parti, il était devenu une star, hein, il était, voilà, donc... Et puis on échange, et puis il y avait Simone Gbagbo aussi, qui était là, qui écoutait ce qu'on racontait, Laurent et moi, parce que Simone, qui était ethnolinguiste, par ailleurs, elle aussi, hein. Lui historien, elle ethnolinguiste. On parle de Koudou Jeannot, tous les deux. Parce qu'il avait écrit un article, Laurent Gbagbo, pour dire qu'il avait une vision marxisante, mais alors primaire, si je puis dire, de Koudou Jeannot, l'opium du peuple, si vous voulez. C'est-à-dire que les vrais problèmes, c'est pas le fétichisme contre lequel il luttait. Les vrais problèmes sont des problèmes sociaux, politiques et autres. Voilà. Donc voilà, donc il avait fait un article contre Koudou Jeannot. Alors d'une part, il faut savoir que Koudou Jeannot, quand il a été arrêté, il y a eu des manifestations pour sa libération à Abidjan, il y a eu des tracts, etc. Donc c'était un personnage devenu lui-même très populaire, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, Laurent, tu te gourres sur Koudou Jeannot. D'une part, là où il est passé, c'est là où tu as fait tes meilleurs scores. J'avais fait une étude très précise en 90. Là où il était passé pour faire sa fameuse lutte anti-fétiche et tout ça, il était passé. Donc là où il était passé, c'est là où tu as fait tes meilleurs scores.
Et comment on t'appelle maintenant, etc. Donc tu devrais porter une attention d'un peu plus près. Alors il était étonné, il ne savait pas, il n'avait pas suivi ça. J'ai dit non, non. Et donc on a eu un différent, si vous voulez, on avait eu déjà un différent avant sur l'âge, parce qu'il était d'accord, il était en désaccord avec moi sur l'origine des BT, il me l'avait fait savoir avant, mais parce qu'on s'était vu à Paris, tout ça. Bref, je ne pouvais pas tout vous raconter sur tout ça. Mais en tout cas, là, je lui dis, écoute, non, très intéressant, Koudou-Jeannot. En plus, ça, il se trouve que tu as le même nom que lui. Lui, ça, toi, tu t'appelles Laurent Gbagbo Koudou, et lui s'appelle, parce que c'est le même monde. Donc, écoute, donc je lui explique, en tout cas, il était là. C'était ma dernière fois que j'ai parlé avec lui, au sens où on s'était vu comme ça. Après, on ne se voit plus, etc. Bref. Donc, non, mais tout ça est très intéressant. Ce n'est pas qu'une anecdote, si vous voulez. Hein. C'est quand même très, très intéressant. Et donc c'est des années où Fouette est critiqué, et donc il a failli, enfin, où Gbagbo devient fort, puissant, il a créé son parti, le FPI, etc. Et donc, et puis finalement, où Fouette meurt en 93, fin 93, début 94. Je vais d'ailleurs en Côte d'Ivoire pour les funérailles, histoire passionnante aussi, bref. Tout fait, c'était très, très, très intéressant. Et puis bon, il y a une succession compliquée qui se fait, mais Bédier prend le pouvoir, etc. Bref. Mais Gbagbo est là en embuscade, etc. Donc c'est des années. Mais à ce moment-là, moi, je m'intéresse à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui a à voir avec la crise en général du pays. C'est les mouvements évangéliques et pentecôtistes qui pénètrent de ce pays, qui existait déjà depuis un moment. Mais là, c'est la vague, une vague néo-pentecôtiste même, qui vient des États-Unis, d'Amérique latine, qui vient éventuellement du Nigeria, etc. Et là, c'est absolument... donc ça, si vous voulez, le phénomène prophétique historique disparaît presque. Vous voyez, par rapport... Koudou-Jeannot reste à la maison, les quelques successeurs qu'il a disparaissent aussi. Bref, alors, les pasteurs évangéliques se disent prophètes aussi parfois, ils se disent pasteurs prophètes. Hein. Mais c'est des phénomènes urbains essentiellement, alors que tous les prophètes s'installaient au village, si je puis dire. Hein. C'était pas pareil. Hein. Alors que c'est à Abidjan où se concentrent tous ces phénomènes évangéliques, éventuellement dans les grandes villes, éventuellement aussi. Et là, je commence, entre 95 et 2000, enfin, et 2002, je suis ça de très près, si vous voulez. Donc, je vais dans ces nouvelles églises passionnantes. Je suis une église qui est l'Église universelle de Dieu, une église sur laquelle on fera un bouquin à plusieurs, qui est une église brésilienne, très puissante, qui aujourd'hui a soutenu Bolsonaro, etc., et qui est très puissante au Brésil, qui s'implante en Côte d'Ivoire, et pas seulement, évidemment. Donc je la suis de très près, très difficile comme terrain, très difficile. Et voilà, donc j'embauche des espions, etc. Enfin, je fais tout un travail auprès de ça. Bref, c'est un terrain que je fais avec beaucoup de... Mais... J'oublie, bien sûr, mais pendant toutes ces années, je travaille aussi sur le sida. Donc il va falloir parce que je ne travaille pas que sur les pentecôtismes, c'est-à-dire que je suis passé de la maladie du sommeil au sida, qui est intervenu dans les années 80, comme on le sait, et qui va se développer en Côte d'Ivoire de manière extrêmement importante. 10% de la population, ça a été un chiffre extrêmement élevé. Et donc je vais m'occuper de ça de façon très importante, puisque je suis toujours à l'Orstom. Et donc, je prends une initiative à l'Orstom de créer une action incitative sciences sociales et sida. On me donne des sous d'ailleurs. Je propose à la nouvelle direction, j'ai écouté, il faudrait quand même qu'on se bouge sur le sida en termes de sciences sociales. Elle me dit pas de problème. Enfin, j'étais plutôt bien vu. Enfin bref, en plus, donc voilà, donc je dirigeais une unité de recherche à l'époque qui s'appelait Anthropologie de la maladie et système de santé. Voilà, donc
Et donc, grâce à la Tripano, à tous ces trucs-là, et du research, je m'étais mis là-dedans, si vous voulez. Et donc, je lance un programme où là, c'est pas moi uniquement, là je lance un programme où d'autres chercheurs, si vous voulez, vont être impliqués, des jeunes chercheurs en particulier, où je finance, si vous voulez, où je vais permettre à des gens de pouvoir travailler en Côte d'Ivoire et pas seulement, ailleurs. Et là, il va y avoir on va organiser des colloques. En 94, j'en ai à Abidjan, ensuite en 96 au Sénégal, etc. Donc j'aurai toute ma période SIDA, si vous voulez, hein, qui, qui, est, qui est en même temps liée au prophétisme et au pentecôtisme. Vous voyez, c'est où j'ai les deux à la fois, où je tiens les deux, quelquefois les deux se nouent ensemble. Les deux se nouent ensemble, puisque les pasteurs, par exemple, les pasteurs évangéliques, je les entends dire exorciser le sida. Ils exorcisent, ils séronégativent, comme ils disaient, les gens en les exorcisant. Donc ils disent que le sida est un diable, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, les deux se nouent, en quelque sorte. Et donc, comment dirais-je, bon, alors là, j'ai eu une rencontre importante aussi à la même époque, parce que d'une part, là aussi, c'est des années où pour moi les choses changent, c'est-à-dire qu'en 93, fin 93, je suis élu à l'école des hautes études en sciences sociales et je deviens directeur du centre d'études africaines, ce centre qui m'avait accueilli en 71 avec Balandi à sa tête. Vous voyez, donc c'est pour moi un moment un peu étrange où je découvre Castoriadis. Enfin bref, vous voyez, je renoue avec tout ça. J'ai une chance inouïe d'être élu. Enfin, bon, je suis quand même aidé, soutenu par Marc Auger, qui est président de l'école des hautes études à cette époque. Hein. Encore une fois, j'ai quand même un peu de piston dans cette histoire. Et puis, bon, j'ai un dossier qui est correct, mais enfin, bon, voilà. Et puis, je deviens directeur du centre. Et je fais venir quelqu'un qui va compter beaucoup, c'est Didier Fassin, qui est un anthropologue, médecin d'abord au départ, hein, que je connaissais, qui avait fait sa thèse avec Balandi aussi, en anthropologie, mais qui était médecin, très bon médecin, il avait fait un internat, etc. Et que je fais venir, et c'est lui qui me met le pied à l'étrier aussi sur le sida, dès 87, puisqu'il était un médecin du Monde à l'époque, et donc Médecins du Monde demande une première mission à Fassin de faire une première mission sur le sida en Afrique. On va au Togo et au Burkina, et Didier Fassin, que je connaissais, il me dit « tu viens avec moi », etc. Donc on fait une première mission sur le sida en 87, si vous voyez. Il y a eu plein de choses qui sont passées en même temps que je faisais d'autres choses, hein, évidemment. Et donc, et là, on fait des papiers, Didier Fassin et moi, parce que j'ai souvent fait des papiers, des articles avec d'autres, hein, avec Chauveau, avec Nicole Zinzing, avec Fassin, ouais, j'ai pas mal de choses et que je trouve sympa, si vous voulez, parce que ben, c'est bien, si vous voulez, d'avoir pu faire ça. Et donc, avec Fassin, on fait deux papiers en particulier qui, d'ailleurs, auront un écho très bon, très grand. Dommage, comme on nous a souvent dit, vous n'avez pas écrit ces papiers en anglais, parce que, évidemment, c'est l'anglais qui l'emportait, parce que d'autres auraient pu, on dit, comment dirais-je, vous auriez marqué un temps de l'histoire de l'étude du sida en sciences sociales, si vous voulez. On a politisé le sida, c'est simplement ça, on en a fait quelque chose, voilà, alors qu'il était pris dans des trucs culturels, dans des trucs voilà, sur lesquels on a fait des critiques très vite. Et donc on a marqué, si vous voulez, tous les deux, on a marqué ça. Et si on avait fait ça en anglais, on aurait été, voilà. En français, on reconnaît aussi ça. Et même il y a des anglophones qui nous reconnaissent et qui ont lu, qui connaissent le français aussi. Voilà. Donc ça a été pour moi aussi un tournant. Et je fais séminaire avec Didier Fassin pendant 7 ans, si vous voulez. Hein. On fait des séminaires en anthropologie de la santé, où on a des nombreux étudiants ensemble.
Et puis je vois Didier Fassin devenir un personnage de plus en plus... D'abord, il a une puissance de travail étonnante, il écrit très vite, il est à la fois, il fait plein de terrains à la fois, et puis il devient un anthropologue très connu. Il obtient une chaire il remplace Clifford Geertz à l'Institut d'études avancées aux États-Unis, comment ça s'appelle, après Princeton, etc. Donc, Fassin devient un personnage très important. Et j'assiste en même, tout en étant avec lui, à avoir fait des papiers avec lui. On fait un bouquin ensemble aussi. Mais je vois ce type prendre une dimension très grande, hein, si vous voulez, hein. Et surtout, il a une capacité de travail étonnante, étonnante.